J'ai commencé à affirmer mon féminisme il y a 4 ans principalement. Il y a 4 ans, suite à ma présence sur Twitter, qui m'a permis déjà de découvrir ce que c'est, parce que j'avais déjà l'habitude d'avoir certaines opinions féministes, mais je ne savais pas que c'était exactement ça. Par contre, on parle d'intersectionnalité, parce que nous, on subit l'oppression d'être des femmes, on subit l'oppression d'être en Afrique, on subit l'oppression d'être des noirs, des femmes noires. Il n'y a pas de stéréotypes ou de clichés là clairs en fait que je peux te donner comme exemple. Par contre, celui qui est en vogue, je vais dire en vogue actuellement, c'est celui où on nous parle de la tenue justifie le viol. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans le nouvel épisode de votre podcast préféré, le podcast des jeunes, le Talk de la Gen Z. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois passionnant et complexe. Nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats et beaucoup d'opinions divergentes. Nous allons parler d'un sujet qui est au cœur des discussions quant à l'égalité des genres dans le monde. Nous allons parler du féminisme. Et pour ce faire, j'ai une invitée très spéciale qui est une activiste depuis quelques années déjà et qui fait beaucoup parler d'elle. On va parler de comment les réseaux sociaux sont un game changer pour ce mouvement et comment nous, jeunes, aujourd'hui, nous pouvons participer à ce mouvement pour changer le monde. Je suis avec Axel Miranda Saï. Bonsoir Axel. Bonsoir Maryse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je te laisse te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore. Très bien, je vais juste me présenter en quelques mots pour ne pas durer, parce que je suis beaucoup de choses quand même. D'accord. Je suis surtout Axel Miranda Saï. Je suis consultante multimédia sensible au genre. Je travaille principalement avec des organisations féministes et je suis surtout féministe radicale. En dehors de ça, qu'est-ce que tu fais quotidiennement dans la vie? Alors, en dehors de ça, déjà, c'est mon quotidien. Être féministe, c'est mon quotidien parce que mon travail a directement rapport avec mon militantisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec des organisations, mais je suis aussi d'un autre côté formatrice éducative aux notions de féminisme avec des jeunes filles à Porto Novo. Donc l'initiative m'est propre. L'initiative s'appelle Yonro. Donc en plus de mon travail avec les organisations, je suis également formatrice je forme des jeunes filles à ces notions-là. Très bien. Et pour la petite histoire, je t'ai connue il y a environ 4-5 ans, mais tu n'étais pas engagée comme aujourd'hui. À quel moment exactement tu t'es vraiment lancée à fond dans le féminisme? C'est une très bonne question. Je te remercie de me la poser. Très peu de personnes me demandent. Il faut dire que, effectivement, il y a 4-5 ans, je pense que j'ai commencé à affirmer mon féminisme il y a 4 ans, principalement. Il y a 4 ans, suite à ma présence sur Twitter. C'est ma présence sur Twitter qui a catalysé, en fait, mon militantisme. C'est ça qui m'a permis déjà de découvrir ce que c'est, parce que j'avais déjà l'habitude d'avoir certaines opinions féministes, mais je ne savais pas que c'était exactement ça. Et il a fallu que je discute avec une amie de très longue date qui m'a dit, en fait, t'es féministe. Je dis, oui, féministe. Je cherche et je vois en fait que c'est ça. Mais à ce moment-là encore, je n'ai pas assimilé la chose correctement. Il a fallu que je lise une activiste que j'admire beaucoup, tout le monde doit la connaître, Chanceline Mevoane, qui qui a écrit un post, malheureusement je ne me rappelle plus trop, et elle a bien décrit mon état d'esprit à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas certaines choses, j'avais des doutes sur certains trucs, et son post a vraiment mis un éclaircissement sur mes questions. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais d'accord m'engager. Mais pas encore m'engager professionnellement. L'engagement professionnel est venu après. Il est venu après et j'ai commencé à militer, je donnais mes opinions sur Twitter, ainsi de suite, et c'est comme ça que ça a pris.
Très bien. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux contribuent beaucoup à ce mouvement. Selon toi, quelle est la différence entre le féminisme il y a quelques années et le féminisme aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Alors, est-ce qu'il y a une différence? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Il y a surtout une adaptation. Il y a une adaptation du mouvement au NTX. Enfin, tous les domaines ont évolué avec les réseaux sociaux et le féminisme n'allait pas rester en marge. Donc le féminisme s'est surtout adapté aux nouveaux moyens de communication pour continuer, d'accord, à exister comme mouvement politique. Je pense que c'est comme ça que je décrirais un peu. Et là, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Il n'y a pas vraiment de différence hein, en vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de personnes qui s'engagent. Beaucoup de gens avec les réseaux sociaux connaissent le mot féminisme. Et ça, avant, ce n'était pas le cas. Et est-ce qu'on peut dire que ça fait qu'il y a plus de personnes qui prennent la parole aujourd'hui, contrairement il y a quelques années où les réseaux sociaux n'étaient pas forcément très présents? Alors, peut-être, mais ce que j'ai remarqué au cours de mon activité, c'est que les femmes avaient déjà des idées féministes. La particularité avec les réseaux sociaux, c'est que ça a libéré la parole. En plus d'être un moyen de communication, c'est également un outil que toutes les femmes, en tout cas pour les personnes, je ne vais pas dire nantis, mais moyen, le béninois lambda a accès à Internet. Et une femme qui a des idées féministes, même si elle ne peut pas les avoir face à sa famille, face à ses amis, peut avec les réseaux sociaux s'exprimer. Donc les réseaux sociaux ont surtout permis à la femme de libérer sa parole et de pouvoir s'exprimer librement. Mais ce n'est pas sans conséquence. Exactement, et on va en parler. Et je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les défis, je vais dire, il y a eu plus de défis ou plus de contraintes auxquelles les féministes font face aujourd'hui, notamment le cyberharcèlement dont on va parler. C'est quoi les défis déjà que toi tu as remarqué depuis que tu es vraiment engagée dedans? Alors, tu as déjà enclenché ce que j'allais dire. Je vais noter 3 défis. Le premier défi que nous rencontrons en tant que féministes, 2.0, d'accord, oui. Féministe avec les réseaux sociaux, c'est déjà la haine en ligne. Et je n'utilise pas un petit mot, c'est vraiment de la haine. Il y a de la haine qui est diffusée en ligne contre nous pour avoir des idées aussi radicales, des idées qui vont à la racine des problèmes. Avant, on pouvait parler de l'histoire de notre pays, on parlait plus de militantes pour les droits des femmes. Qu'ils vous souviennent avec Maître Marie-Élise Bédot, ça a été vraiment très, très compliqué pour elle à son époque de pouvoir s'affirmer militante même pour les droits des femmes. Juste ça, en fait. Donc, aujourd'hui, le fait de maintenant aller encore à la racine du problème, de questionner certains rapports, eh ben, c'est pas forcément très, voilà, ils sont pas forcément très contents qu'on le fasse. Surtout que de tout temps, les femmes se sont toujours tues, elles n'ont pas parlé. Et nous sommes qui aujourd'hui pour se rebeller contre un système qui existe depuis des millénaires? Le patriarcat existe depuis des millénaires. Donc, nous venons comme ça et nous disons que non, en fait, ce système nous pourrit la vie, ce système ne nous avantage pas, ce système nous déshumanise. Donc, forcément, le système patriarcal, ou en tout cas les personnes qui la composent ou qui l'entretiennent, ne seront pas forcément d'accord avec nous. Et même dans ce cadre-là, en plus de la haine en ligne, cette haine en ligne va au-delà même des réseaux sociaux. Ça dans la vraie vie. Ça dans la vraie vie. Parce que ce que les gens oublient, c'est que les réseaux sociaux reflètent en fait la vraie vie. Les réseaux sociaux reflètent la vraie vie. Les réseaux sociaux sont donc des gens comme toi et moi, des gens qui existent, qui sont sur les réseaux sociaux. Des gens tout ce que je dis sur les réseaux sociaux, je le dis dans la vraie vie. Donc, il n'y a aucune différence. La seule chose qui change un peu, c'est les personnes qui vont me lire, c'est les personnes qui vont m'écouter, les personnes qui ne me connaissent absolument pas, qui seront pas d'accord avec moi et qui vont quand même suivre la masse et m'envoyer de la haine. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Donc, des personnes qui ne te connaissent pas, mais comme tout le monde t'envoie de la haine, ils suivent le courant aussi. En deuxième lieu, ce que je remarque en plus de ce défi-là, c'est
le bien-être féministe. Le bien-être féministe n'est pas encore une politique qui est prise en compte. Quand je dis le bien-être féministe, c'est que face à cette violence-là, on n'a pas forcément de quoi se protéger. On n'a pas forcément de quoi nous armer pour prendre soin de nous. Parce que militer en ligne ou militer sur les réseaux sociaux demande une énergie énorme. Ça demande tout ton temps. Et moi, je te l'ai dit, je vis de mon féminisme. Je vis le féminisme. C'est ce que je respire. Toute mon identité tourne autour de mes idées féministes. Quel que soit ce que je fais, c'est féministe. Donc, en plus de cela, si je dois encore faire face à la haine en ligne, c'est très compliqué à certains moments de faire face, de pouvoir prendre soin de moi, de m'éloigner de tout ça, de ne pas forcément prendre les choses très personnellement. Je suis un être humain après tout. Justement, je voulais revenir sur les défis que tu rencontres personnellement en tant que militante sur les réseaux. Je remarque, avant de déserter Twitter, j'ai remarqué que c'était pas vraiment facile pour toi là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui t'attaquent pour juste des petits sujets. Comment tu arrives à encaisser tout ça et à quand même continuer? Aujourd'hui, je n'encaisse plus. Okay. J'ai décidé de ne plus encaisser parce que c'est moi qui décide. Et pour tout te dire, il n'y a plus personne, toutes les personnes avec qui j'interagissais il y a 2-3 ans, je n'interagis plus avec eux. Avec elles, du moins. Je n'interagis plus avec elles, en plus pour me protéger et pour mieux dispatcher mon énergie. C'est très important en tant que féministe de savoir dispatcher son énergie et d'en mettre là où il faut. Donc déjà, à ce moment-là, pour encaisser, je n'avais pas forcément les bonnes méthodes, mais ce qui m'a permis de continuer, c'est le fait d'avoir rencontré d'autres sœurs. Donc quand tu es sur Internet, je pense qu'on va en arriver. L'un des aspects positifs de la chose, c'est que tu te connectes à tes autres, à tes consoeurs ou à tes sorcières, comme on aime s'appeler. Tu as la possibilité d'en rencontrer, de discuter avec elles et surtout, c'est vraiment important. Tu vois, tu peux faire un truc, tu peux mettre toute ton énergie dans quelque chose, mais si quelqu'un ne te dit pas tu es sur la bonne voie, à un moment donné, tu lâches. Et c'est ce qui m'a permis de continuer. Parce que j'avais des sœurs qui m'ont dit, Axel, ou bien, communément, Asso, on appelle souvent Asso, t'es sur la bonne voie, en fait. Tu n'as rien à te reprocher. Tout ce que tu vis là, on a vécu ça aussi. Donc, encore plus quand ces personnes ont partagé la même chose que toi, ont le même vécu, c'est encore parfait. C'est encore parfait. C'est ça qui m'a permis d'encaisser. D'accord? Parce que j'ai beaucoup encaissé quand même. J'ai beaucoup encaissé. Depuis 1 an, 2 ans, ça va un peu mieux. J'ai bloqué énormément de personnes sur Twitter. Dès que tu vas sur mon Twitter, je ne vois même plus ce qui se dit sur la TL 229. Parce que bon, ce n'est plus la peine en fait d'essayer voilà. Je suis totalement d'accord que les opinions que je partageais ne plaisaient pas à tout le monde. Je le suis, mais bon. Et puis, il y a aussi une partie, la dernière vague de cyberharcèlement que je me suis prise. Je ne me suis pas comportée comme une victime. C'est-à-dire qu'avant, j'étais celle qui recevait, qui prenait les balles, ou etc. Mais je ne me suis pas comportée comme une victime. On m'a attaqué, j'ai attaqué. Et ça a encore été pire. Là, je pense que là, j'ai bloqué encore plus de personnes. Et depuis, bon, je n'encaisse plus rien. Je vais finir sur le 3e défi. C'est la diabolisation du féminisme, que ce soit surtout par la désinformation, d'accord? La désinformation en ligne et dans l'espace public. Parce que quand tu vas vers les gens pour leur parler de ces sujets-là, tu vas vers les gens, parce que je travaille maintenant sur le terrain, toutes les idées reçues, tous les préjugés que l'on hérite en tant que féministe, parce que tout ce qu'on hérite, ce sont des préjugés, des clichés, des stéréotypes que toutes les féministes dans leur parcours, dont elles ont hérité de tous ces préjugés-là. Donc, tu n'as pas trop le choix. Et quand tu vas sur le terrain, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Et cette diabolisation-là sur Internet,
Pour le moment, on essaie de la combattre en continuant de parler, en écrivant des articles, en laissant un peu plus de ressources pour que quand même, pour les personnes qui viennent sur Internet, vu que c'est le moyen aujourd'hui le plus efficace de communiquer, en tout cas, je ne vais pas dire le plus efficace, mais en tout cas le plus accessible, surtout pas efficace, accessible. Voilà, avec ça, au moins, on peut essayer quand même de fast-checker les vraies informations sur le féminisme. Et tu parlais tout à l'heure de désinformation. Il y a beaucoup de personnes qui ont carrément une autre idée de ce qu'est vraiment le féminisme. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans les médias traditionnels, l'image qu'on donne du féminisme, c'est l'image que tout le monde devrait percevoir? Est-ce que, selon toi, les médias traditionnels donnent une bonne image du féminisme? Je vais aborder le sujet sur 2 volets. Le premier volet, c'est que les médias traditionnels ne parlent pas féministes ou ne parlent pas féminisme. Et quand ils veulent aborder des sujets féministes, ils ne le font pas de manière féministe. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas qu'ils désinforment ou qu'ils donnent une mauvaise... Est-ce que je vais dire qu'ils donnent une mauvaise... C'est pas qu'ils désinforment ou qu'ils donnent une mauvaise image de la chose, mais ils ne savent pas le faire. Ou ils ne veulent pas le faire. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer dessus. Je vais juste dire que je leur accorde la présomption de bonne foi. On va dire qu'ils ne savent pas le faire. Parce qu'il y a des sujets, les sujets les réguliers sur lesquels les médias travaillent et que nous considérons comme féministes, c'est lorsqu'il y a des agressions sexuelles, où il y a des féminicides, où il y a eu des viols. Il y a une affaire dernièrement que j'ai lue dans Le Potentiel, une dame qui a été massacrée. Moi, je dirais qu'elle a été massacrée par le frère de son mari. Il a supposé qu'elle avait tué son frère et des coups de couteau et en plus, un bâton dans le vagin. Enfin, il lui a enfoncé un bâton dans le vagin. Très, très violent d'entendre ça. Oui, c'est violent, mais c'est ce que les femmes subissent tous les jours. Le caractère féminin... on ne va pas s'étendre sur ça, mais les féminicides sont à caractère misogyne. Clairement, parce que je ne vois pas la nécessité d'enfoncer un bâton dans le vagin d'une personne, même si tu veux la tuer. Mais bref, les médias ne traitent pas ces sujets-là de manière féministe. Mais j'ai été très, très surprise de voir que Le Potentiel a utilisé le mot féminicide. Et c'est la première fois que je lis ça dans un article béninois. Donc moi, ça m'a quand même pas mal, je vais dire, ça m'a fait quand même plaisir. Mais ça reste encore, tu vois, la façon de traiter les sujets ne sont pas féministes. Et parfois, ils instrumentalisent ces histoires-là. Là, dans l'article, ils n'ont pas instrumentalisé, ils ont bien expliqué de quoi il s'agissait. Ils ont mis les mots, les bons mots. Et j'en ai été contente. Mais habituellement, quand il y a des histoires qui concernent les violences contre les femmes, c'est pour instrumentaliser, c'est pour avoir des vues, de la visibilité. Oui, moi, j'ai toujours dénié l'utilisation de l'expression faits divers pour parler de ça. C'est pas des faits divers. Les faits divers, c'est des trucs, c'est des choses que tu dois savoir. Moi, je dois savoir, qui vont me permettre... En fait, il faudrait que les gens comprennent que c'est vraiment une réalité que des gens vivent réellement. C'est ça, exactement. C'est pas juste des cas isolés. C'est pour ça qu'on parle de faits divers. Parce que, ça arrive comme ça, de temps à autre. Mais non, chaque 11 minutes, une femme est tuée par un de ses proches. Chaque 11 minutes. C'est pas des cas divers. Donc, c'est peut-être ça que je pourrais reprocher aux médias. Pour le moment... est-ce qu'ils dénigrent notre image Non, je n'irai pas jusque-là. Ils savent juste pas comment faire ou vraiment aborder le sujet. Exactement. Et sur le deuxième volet, si les gens veulent comprendre le féminisme, ils vont comprendre. Il n'y a pas de façon de percevoir. C'est vrai que les réseaux sociaux ou les médias traditionnels, et je parle des médias traditionnels béninois, je ne suis pas allée à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est encore un autre cas. Il y a encore une autre analyse que je fais de ça. Mais ici au Bénin, peu importe comment un média, même parce que si c'est un média qui parle de féminisme, qui l'explique, peu importe comment un média va expliquer le féminisme, les gens auront toujours ils auront toujours leur propre idée du féminisme. Que ce soit basé sur leur expérience, sur leur vécu, sur ce qu'eux-mêmes veulent,
Que ce soit... Ou de ce qu'ils voient sur les réseaux. Bon, ce qu'ils voient sur les réseaux, ok, mais ne t'arrête pas à ça. Si tu veux réellement comprendre quelque chose, tu t'arrêtes pas au réseau. Tu vas chercher, Oui, bien il faut Maryse. s'ouvrir l'esprit, C'est comprendre. ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne perds plus mon temps à faire des définitions. Parce que de toutes les façons, les gens vont prendre la définition qu'ils veulent. Très bien, on aura compris. Je vois pas mal de jeunes ces dernières années s'engager dans le mouvement. Est-ce que tu penses que la jeune génération prend vraiment conscience que le féminisme n'est pas qu'un effet de mode? Parce que parfois, on a l'impression que c'est un effet de mode. Il y en a qui se lèvent et se disent être féministe, mais peut-être qu'elles ne comprennent pas vraiment le fond. Mais est-ce que tu penses que cette génération actuelle prend vraiment conscience et fait les actions qu'il faut pour qu'il y ait vraiment de changement? Très bonne question, Maryse. Déjà, moi, j'ai 24 ans. J'ai commencé mon militantisme à 21, 20 ans. Et quand j'ai commencé, les femmes qui sont venues m'accueillir n'avaient pas mon âge. Elles avaient déjà plus de 25 ans. Tu vois, la majorité essayait de se chercher aussi. D'autres avaient déjà fait des actions un peu plus jeunes, bizarrement, un peu plus jeunes. Et je pense effectivement que plus tôt tu as la fibre militante, mieux c'est. Ça, c'est ce que je pense. Cela n'empêche pas de l'avoir un peu plus tard, mais c'est mieux tôt. Donc, la majorité des activistes ou des militants que tu verras, militants ou militantes que tu verras, ce sont majoritairement des jeunes. Quant au féminisme, oui, les jeunes sont engagés, hein. Il y en a qui comprennent. Il y a une prise de conscience qui vient petit à petit, mais elle n'est pas encore énorme ou ce n'est pas quelque chose sur lequel on se base pour continuer le travail. Et quand on se rassemble dans des lieux, nous sommes minoritaires. Quand je vais à un endroit, je suis sûrement la seule féministe de l'endroit. C'est très rare de me retrouver à un endroit et de découvrir deux féministes. Et dans un endroit de jeunes, hein, dans un endroit de jeunes, c'est très rare. C'est très rare et je ne saurais te dire si aujourd'hui les jeunes s'intéressent à la chose ou pas, mais ce que je sais quand même, c'est que la majorité des militants commencent jeunes, très jeunes. La fille militante commence très jeune parce qu'avec la fougue de la jeunesse, etc., quand tu commences à avoir une conscience politique des inégalités sociales, des mouvements qui t'entourent, que ce soit pour... Moi, je parle en général, hein, que ce soit pour militer pour le climat, militer pour le féminisme, être politique, droits des humains, etc. La majorité commence jeune. C'est ce que je peux te dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes engagés, plus... En tout cas... Et au début, je pense que tu parlais de formation que tu donnes aussi à des jeunes filles entre 10 et 18 ans, tu as dit. Est-ce que tu penses que la relève est assurée quand même? Alors, écoute, tu sais, dans ce type d'environnement, je parie souvent sur 2-3 personnes. C'est bizarre. Ça? C'est bizarre, hein, mais oui. Pourquoi? Parce que il faut toujours te dire que quand tu fais un travail, même s'il y a une seule personne qui réussit quand même à comprendre ce que tu dis et à s'élever, c'est une victoire en fait. C'est une victoire, c'est j'ai le mot sur la langue, mais il vient pas, mais c'est un accomplissement. Okay. C'est un accomplissement parce que tu peux former, mais parce que être activiste ou militante, c'est pas des lol, hein. C'est vraiment pas des lol. Il faut avoir la passion. Il faut avoir la rage de changer les choses. Et cette rage-là, elle n'est pas facile à inculquer, elle n'est pas facile à apprendre. La rage, ça ne s'apprend pas. L'engouement, la passion, ça ne s'apprend pas. Ça doit venir du profond. C'est ça même, ça doit venir de toi-même. Quelqu'un peut venir et te parler, et peut-être tu as déjà en fait cette passion-là, mais va venir, comment on appelle, attiser le feu qui est en toi. Oui. Juste ça. Mais si tu ne l'as pas déjà, c'est rare en fait qu'une prise de conscience s'élève, tu vois. Même si je me dis, on forme des jeunes filles aujourd'hui à ces notions-là, je te jure, on se base généralement sur 2-3 personnes. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres font. Est-ce que les autres... Parce que dans ce lot, il y en a 2-3 qui se démarquent. Tout le monde ne se démarque pas. Tu vois? Et quand il y a quelqu'un qui se démarque ou une personne qui se démarque,
on prend cette personne et on en fait encore quelqu'un de plus aguerri sur le sujet. Mais généralement, c'est comme ça. Il faut pas... c'est pas toutes les personnes... je pense que c'est pas toutes les personnes en classe, quand on faisait les cours d'histoire géo, qui... D'accord, on finit par comprendre ce que c'est réellement. Tu vois, il y a souvent 2-3 personnes qui aujourd'hui font de la géographie, en tout cas en tant que professeur. Tu peux pas... C'est rare. Donc, je peux pas dire que la relève est assurée, mais je sais qu'on prépare la relève. Très bien. Selon toi, c'est quoi les stéréotypes sur les femmes qu'il faut encore combattre aujourd'hui? Tout? Pourquoi tout? Tout parce que... Mais là, quand tu dis tout, c'est comme si pratiquement rien n'a changé. Tu sais, dans notre travail, on ne prend rien pour acquis. Aucun droit que nous avons actuellement aujourd'hui n'est acquis, Maryse. Il est très fragile. Le droit d'aller à l'école, le droit de travailler, le droit même d'avoir son compte bancaire, le droit d'être épanoui, le droit à aux méthodes de contraception. Oui. Ce sont des droits très fragiles. On ne considère rien comme acquis. On se bat. Il y en a qui se battent, quotidiennement pour que ces droits-là restent et pour en acquérir d'autres. Et dans la lutte féministe, il y a ce qu'on appelle 3 vagues de mouvements. Dans le sens où il y a eu la lutte pour les droits civiques et politiques, droit de vote, etc., pour participer à la vie politique de la nation, du pays. Les droits économiques et sociaux, donc droit de pouvoir aller à l'école, de s'éduquer, etc., d'avoir son compte, de pouvoir travailler. Et les droits pour lesquels on se bat actuellement, c'est les droits qui ont rapport à l'autonomie corporelle, nos rapports au corps, à la séduction, au pouvoir et surtout aux hommes. Tu vois? Mais même ça, en fait, tous ces droits-là que tu vois ont été discutés depuis des lustres. Même les droits aujourd'hui pour lesquels on se bat, c'est-à-dire les droits liés à l'autonomie corporelle, c'est des droits qui sont discutés depuis la base et qui sont empreints de stéréotypes et de clichés. Donc les clichés que l'on combat aujourd'hui, ce sont les clichés, les stéréotypes que l'on combat depuis des années. Donc on continue de le faire et je crains malheureusement qu'on continuera de le faire. C'est pour ça que il n'y a pas de stéréotypes ou de clichés là clairs en fait que je peux te donner comme exemple. Par contre, celui qui est en vogue, je vais dire en vogue actuellement, c'est celui où on nous parle de la tenue justifie le viol. C'est un sujet, c'est-à-dire, en fait, les gens se sont dit, ouais, mais en 2024, comment une femme peut parler de ça? Ou bien comment un homme peut dire des trucs comme ça? Et, Maryse, ce qu'on dit là, il y a des jours, je lis certaines réactions et je me fais, mais en fait, si vous étiez... En fait, quand tu vas dans les communautés, quand tu vas discuter avec les gens... Tu comprends qu'il y a encore beaucoup de travail. Ma chère, le travail est lourd comme ça. Le travail est lourd. C'est-à-dire que... Des fois, je lis les gens, je me dis, mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? En 2024, moi, mais des fois, je me surprends à dire cette expression-là parce que, bon, voilà, comment on dit ça maintenant? 2.0 oblige, tu vois, l'expression et tout, mais après, je me dis non, en fait. Oui, en 2024, on continue de parler de la culture du viol. La culture du viol, par exemple, elle est encore très présente. Pourtant, elle est combattue depuis des lustres. Depuis des lustres, on combat la culture du viol. Et c'est pas... quand, par exemple, quelqu'un... je ne sais pas si tu es au courant de l'affaire Mazan, en France. Oui. C'est une affaire qui... Moi, je suis sûre que les dessous sont encore plus crasses que ça. Plus sombres. Quelqu'un qui a violé sa femme pendant 10 ans. On a trouvé seulement 51 hommes. Apparemment, c'est plus de 92. Wow. Pendant 10 ans. Je te jure, c'est sûr que c'est plus. Et qui a fait ce truc-là sans que personne ne le sache, qui lui fournissait les médicaments.
On n'a pas arrêté cette personne devrait être arrêtée. C'est tout un système qu'il a organisé, ce monsieur. C'est tout un système. Mais ça part du fait que déjà, quand tu écoutes la fille de la victime, tu sens déjà depuis le début que la culture du viol était déjà dans la famille. Il y avait déjà des red flags, comme on dit aujourd'hui. Il y avait déjà des petits trucs qui présageaient en fait que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, par exemple, c'est un cliché. La culture du viol, le fait de dire que... La culture du viol, si je peux la définir, c'est attribuer, d'accord, la responsabilité de l'acte à la victime et relativiser, d'accord, l'acte du coupable, le bourreau. Le viol, c'est le seul crime où la victime se croit coupable. Oui, c'est le seul crime où la victime se croit coupable. Et moi, j'ai envie même d'aller plus loin et de dire, les violences que les femmes subissent, ce sont les seules violences où elles pensent qu'elles sont la faute des violences qu'elles subissent. C'est-à-dire qu'elles pensent que c'est de leur faute si ça leur est arrivé. Et voilà, c'est ça. Je ne vais pas te donner des stéréotypes clés, ma chère, mais sache qu'on a encore du travail à faire. Mais là, je voulais te poser la question, c'est quoi réellement les avancées alors? Si tu dis qu'il y a tout à fait, c'est quoi les avancées? Marie, j'aime beaucoup tes questions. Actuellement, on ne parle pas d'avancée. Okay. On parle de régression. Waouh, oui. Régression carrément. Carrément. On parle de régression. On parle de régression parce qu'actuellement en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de rien faire. Quand tu dis rien faire, c'est vraiment rien. Même pas travailler, rien. Rien. Tu tapes les femmes en Afghanistan, elles n'ont plus le droit de presque rien faire. La seule chose qu'elles ont peut-être le droit de faire, c'est de manger, d'aller chier. Oui. Et il y a la loi pour l'avortement sécurisé qui est très fragilisée. Nous, notre pays, je pense que c'est l'un des rares pays en Afrique à avoir accepté que l'avortement sécurisé soit fait, que le soin, l'avortement, c'est un soin de santé. C'est un soin de santé, que l'avortement sécurisé soit fait. Mais c'est très fragile parce que quand tu vas sur le terrain, les stéréotypes, la stigmatisation, mais vous ne pouvez pas juste, en fait, on ne peut pas juste changer tout un paradigme en mettant une loi. C'est un travail qui doit être fait depuis la base, un travail de fond. Et c'est ce travail-là que nous continuons de faire. Et il est extrêmement pénible. Il est extrêmement pénible parce que le droit à l'avortement sécurisé, ce n'est pas que ça. C'est surtout dire aux femmes, mesdames, vous décidez. C'est votre corps. C'est vous qui prenez la décision d'en faire ce que vous voulez. Et ça, nous sommes dans un monde, dans un système où notre corps appartient à tout le monde. Sauf à nous. Tout le monde a quelque chose à dire sur notre corps. Je suis sûre que tu m'excuseras. Hein. Là où tu es maintenant, c'est sûr que tu as déjà appris des remarques sur ta corpulence ou sur ton teint. Ah, ma chère, moi, sur ma corpulence, vraiment, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de choses. La seule chose qui m'a sauvée, c'est que le jour où j'ai dit « Ré », j'ai un miroir. Je crois que j'ai dit ça à une temps. J'ai dit « J'ai un miroir chez moi ». Puis jamais personne ne m'a dit ça dans ma famille. Il faut taper du poing sur la table, oui, en fait. Taper du poing sur la table, ça a ses conséquences. En tant que femme, c'est encore pire. Surtout en Afrique. Surtout être féministe en Afrique, c'est un combat à part. Surtout en Afrique. Parce qu'on entend tout ce que tu dis. Je me dis, bon, je ne vais pas dire que c'est plus facile sur d'autres continents, mais en Afrique spécialement, c'est un combat à part, en fait. C'est un combat à part et c'est là qu'on parle d'intersectionnalité. Parce que nous, on subit l'oppression d'être des femmes, on subit l'oppression d'être en Afrique, on subit l'oppression d'être des Noirs, des femmes noires. Il y a même clairement... Ah, pour nous même, c'est rien encore. Tu as déjà vu pour les Asiatiques. Ah ouais, là tu as déjà vu pour les femmes handicapées. Ça, c'est encore d'autres plans. Hein. C'est encore d'autres plans. Je ne veux pas... comment on appelle, je hiérarchise pas. Hein. Je hiérarchise pas les problèmes, mais
Juste en tant que femme, quand tu as encore d'autres oppressions qui s'y mêlent, c'est extrêmement compliqué, honnêtement. C'est pour ça que je parle de régression. Je parle de régression parce que nos droits sont extrêmement fragiles. Et le droit à l'avortement sécurisé, il y a un droit, la loi Roe versus Wade. Tu tapes la loi Roe versus Wade, c'est un droit qui donnait, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui donnait l'obligation à tous les États-Unis, tous les États des États-Unis, de permettre à ce que les femmes puissent avorter. Et j'ai suivi un documentaire. Dans 30 ans, en fait, si on ne sait pas faire, il y a des droits qui vont nous échapper. Pourquoi Parce que rien qu'à voir la façon dont ils se sont préparés pour révoquer cette loi-là. La révoquer? La révoquer, oui. La loi a été annulée. Une loi qui a été, je pense, quand c'était en 2024, ça faisait 40 ans. Donc peut-être dans les années 1970 là-bas. Tu vois, un droit qu'ils ont acquis depuis 1970. Et c'est en 2020 ils ont révoqué la loi. Depuis 1970, donc c'était déjà là. C'est ça qu'on dit que nous, les femmes, on ne peut pas se reposer sur ce qu'on a déjà. Si tu te reposes un peu et tu te réveilles, ce qui se passe, ils ont déjà... Ouais, c'est ça. Donc, ils ont préparé, c'est un documentaire sur Netflix. C'est 30 ans de préparation, hein. Ils ont fait 30 ans de préparation pour pouvoir révoquer cette loi-là. Et quand tu dis, ils ont pris, tu parles de qui? Des personnes les républicains, notamment. Okay. Parce qu'aux États-Unis, on parle des démocrates, on parle des républicains. Oui. Donc, les républicains ont pris énormément de temps parce qu'eux, ils sont très conservateurs, très traditionnalistes. Pour eux, la femme, c'est la maison, c'est les enfants, c'est le ménage et c'est rien d'autre. Nous, notre rôle ne sert qu'à pondre des enfants et à les élever. Voilà. Donc, juste pour ce droit-là, je pense qu'on ne peut pas parler d'avancée en tant que tel. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'âge, je ne veux pas créer de psychose, hein. Mais honnêtement, il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas qu'on se repose. C'est même pas, il ne faut pas qu'on se repose. Quand je dis il ne faut pas qu'on se repose, le patriarcat ne se repose pas. Le patriarcat travaille. Il fait son possible pour que nous ne puissions pas avancer. Il fait son possible pour que nous ne puissions pas avancer. Ce n'est pas pour rien qu'une jeune fille se lève sur TikTok pour dire que la tenue justifie le viol. Et comment ça commence? Déjà, le patriarcat a utilisé notre besoin d'avoir l'attention sur nous. Quand tu vois, quand avec les réseaux sociaux, ça va vite. Hein. Ouais. Tu deviens vite addict aux likes, aux vues, à la fame, la gratitude instantanée que tu reçois quand tu vois que des gens commentent, etc. Le patriarcat utilise tout pour continuer d'exister. Et je ne sais pas en tout cas dans quelle intention elle avait fait ça, mais je pense sincèrement que si c'était pas que ça, s'il n'y avait pas ça dans la balance, je ne peux pas venir comme ça et venir parler de la tenue justifie le viol. Ce n'est pas pour la blâmer ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle a été manipulée. Elle a été manipulée. En fait, elle s'est laissée manipuler. Oui. Et si tu ne fais pas attention, c'est vite arrivé. Aujourd'hui, on voit que côté politique, disons, l'État a mis en place l'Institut national de la femme et on remarque qu'il y a quand même quelques changements sur le terrain. Est-ce que pour toi, le féminisme a une place de choix aujourd'hui au Bénin? Oui, bien sûr. Il y a le notaire, je ne vais pas dire qu'il est vierge, mais il y a de l'espace à prendre. On a de quoi travailler. Le Bénin est l'un des rares pays africains où nous avons une plus grande liberté d'action. Donc, il y a tout à faire. L'INF, l'Institut national de la femme, d'accord, mais il y a encore un peu plus. Voilà, on suggère notamment encore plus de travail. D'accord, parce que l'INF, par exemple, ils sont juridiquement, ils ont la possibilité de nous aider. Mais il faut maintenant aller dans les communautés pour faire savoir aux femmes que vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de crier, de montrer votre frustration. Et ce travail-là, sur le terrain, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et pour ça, note de l'espace, il y en a.
te laisse pas s'il y en a et mettons-nous au travail, quoi. Merci beaucoup, Axel. Merci d'avoir partagé tout ce que tu sais avec nous. Je pense que ça va toucher beaucoup de jeunes et que beaucoup de personnes qui vont suivre ce podcast auront peut-être une idée différente du féminisme. Mais avant de clore cet épisode, je te laisse pour un mot de fin. Qu'est-ce que je dirais pour un mot de fin? Je dirais simplement, je m'adresserai plutôt principalement aux femmes qui sont sur la voie, qui sont sur ma voie, qui sont sur la voie de leur sorcière. Ne vous en faites pas. Venez. Ne vous en faites pas parce que il y aura des embûches. Vous allez tomber. Nous allons tomber ensemble. Moi, j'ai pas fini de tomber, hein. Je le sais. Nous allons tomber, mais ensemble, nous allons nous relever. Parce que c'est ça en fait, le féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement qui t'accepte comme tu es. Parce que ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais je suis devenue de mon féminisme, parce que j'ai switché directement. J'étais juste féministe d'abord, et ensuite féministe radicale. J'ai switché rapidement pour devenir féministe radicale parce que le féminisme m'a accepté tel que je suis. Je suis une personne qui est très, 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 très énergique. J'ai besoin on accepte mon énergie. Et ça, le féminisme l'a accepté. Le féminisme m'a appris et m'a dit, viens et allons continuer ensemble. Et pour celles qui arrivent, je leur dirai également, venez et continuons la lutte ensemble. Merci beaucoup Axel. Merci pour ce temps de partage qui était super intéressant. Franchement, plaisir partagé. J'ai vraiment adoré et j'espère te revoir pour un autre épisode, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, personnellement, je l'ai adoré. J'ai beaucoup appris. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À la prochaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio Point Virgule.